millions de francs de la première dame à la sélection ivoirienne féminine de football, un geste pour féliciter et encourager les éléphantes médaillées de bronze de la dernière CAN féminine, CAN qui s'est déroulée en Namibie. Dans ce 13h, nous allons parler développement, ce jumelage entre les communes de Jacquesville et de Tafiré, deux communes qui ont décidé d'unir leurs forces pour tracer ensemble les sillons du développement. Et hors de nos frontières, le Mali confirme un deuxième cas de fièvre Ebola. Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. Commençons ce 13h par ces images. Le Conseil des ministres qui se tient en ce moment même. La réunion est présidée par le chef de l'État et elle porte sur la vie et la marche de la nation. Et nous reviendrons sur ce Conseil des ministres dans notre édition de 20h avec notre reporter Jérôme Kofi Aboulin. La sélection ivoirienne féminine de football a obtenu la 3e place lors du championnat d'Afrique du football féminin en Namibie, ainsi qu'une qualification historique pour les phases finales du Mondial 2015 prévues au Canada. Et pour le travail abattu, cette sélection a été célébrée hier par la première dame Dominique Ouattara avec un don de 10 millions de francs CFA. Anne-Marie Nguessan, reportage. Elle était là, au commencement de l'aventure namibienne. Elle était là, dans le moment de doute, avec ses encouragements et sa confiance à toute épreuve. Elle est encore là, aujourd'hui, pour les célébrer. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de l'équipe nationale féminine, a reçu sobrement ses fioles. Les éléphantes, revenues de la CAN 2014 avec une médaille de bronze et une qualification historique à la Coupe du Monde 2015 au Canada. L'encadrement technique, la commission football féminin, le comité exécutif de la FIFA, ils étaient tous présents pour traduire leur gratitude à la première dame. Occasion aussi pour Berthe Adou de mettre en exergue l'impact du soutien de la première dame et les attentes consécutives à cette première qualification à un mondial. Nos joueuses ont suivi et appliqué l'esprit et la lettre de vos mots d'encouragement avant chaque match. Elles occupent aujourd'hui une 3e place au plan continental. En votre qualité de première capitaine, vous savez mieux que nous qu'il faudra à notre sélection nationale des moyens conséquents pour une bonne préparation. Requête bien entendue par la première dame qui a tenu d'abord à dire sa fierté. Mes chères filleules, je voulais tout d'abord vous dire une chose qui est importante. Je suis fière de vous. Vous vous êtes vaillamment battus. Vous avez, contre toute attente, parce que personne n'attendait votre équipe, mais moi je savais, j'ai confiance aux femmes, et je savais que vous alliez avoir un bon résultat. Vous avez obtenu aussi la qualification historique à la Coupe du Monde qui aura lieu au Canada en 2015. Et là aussi, bravo, je suis encore fière de vous. Mais vous savez, je ne suis pas surprise, parce que tout à l'heure j'ai entendu quelque chose. Vous avez un capitaine, une jeune femme, elle s'appelle Dominique. Et vous savez, les Dominiques savent ce qu'elle veut. Donc bravo, bravo à vous. Je voulais vous dire que j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Mon cher époux, votre papa, le président de la République, m'a dit hier soir qu'il va vous recevoir. Et ce n'est pas tout. Les bonnes nouvelles de Dominique Ouattara continuent. En attendant que vous voyez son Excellence, Monsieur le Président de la République, où il y aura certainement de gros lots, la première dame déjà ouvre le bal en vous offrant à ses filles, les joueuses, à somme de 7 millions de francs. Ces encadreurs qui bénéficient de la somme de 3 millions de francs. Face à tant d'égards, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a remis à la première dame son maillot de première capitaine. Pour sa part, le ministre des Sports, Alain Lobognon, après avoir rendu hommage à la première dame et aux éléphantes, a promis la somme de 25 millions de francs CFA
comme budget de la Coupe nationale dames. En politique, l'opposition ivoirienne ne veut pas entraver le processus électoral. Elle se prononcera rapidement sur sa participation à la commission électorale indépendante, CEI, en charge de la présidentielle d'octobre 2015, dont elle s'est retirée depuis septembre. Information donnée hier par la représentante Danielle Boni-Claverie au cours d'une rencontre avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. On fait le point avec Hamza Diaby. L'Alliance des forces démocratiques revient-elle à la CEI? En tout cas, on pourrait l'espérer. Sur l'initiative du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une délégation de cette force politique était ce mardi soir chez Ahmed Bakayoko pour le rassurer quant à la volonté de ses membres de jouer pleinement leur rôle dans le jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Nous avons avancé. Je crois pouvoir dire que nous avons fait savoir au ministre que nous n'étions pas ni des irréductibles, ni des va-t-en-guerre. Nous voulons rentrer et continuer à participer au jeu politique. Nous ne voulons pas entraver le processus électoral. Nous voulons jouer notre partition, mais bien entendu, nous ne voulons pas non plus être simplement au niveau de la CEI, des faire-valoir ou occuper des strapontins. Je pense que nous avons reçu des réponses qui nous ont rassurés. Donc je peux vous affirmer que d'ici quelques jours, vous aurez la position officielle de l'Alliance. Une rencontre que l'on pourrait qualifier de fructueuse, qui présage d'un retour probable de l'Alliance des forces démocratiques au sein de la commission électorale indépendante. Et ajoutons que Pascal Affi-N'Guessan dépose sa candidature à la présidence du FPI aujourd'hui, après celle de l'ancien président Laurent Gbagbo. Parlant de l'ancien président, la Cour pénale internationale a décidé mardi de le maintenir en prison en attendant l'ouverture de son procès pour crime contre l'humanité. Depuis hier, la radio Fréquence 2, Fréquence Jeune, a eu 23 ans. L'événement a été célébré au sein de la radio au plateau. Les temps forts avec Patricia Omouetia. 23 bougies et plus de 147 heures d'émissions hebdomadaires. La chaîne thématique de loisirs Fréquence 2 évolue. Sa force, le lien unique qu'elle entretient avec ses auditeurs, en particulier les jeunes. Ici, on a plusieurs générations. On a ceux qui ont commencé, qui ont démarré Fréquence 2. On a aussi la génération qu'on pourrait appeler la génération intermédiaire, c'est-à-dire nous autres. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles voix, il y a de jeunes gens, de vrais passionnés qui travaillent pour la chaîne et surtout pour les auditeurs. C'est un mélange et c'est tout ça qui donne du caractère à Fréquence 2 aujourd'hui. Fréquence 2 vise un public plus jeune qui veut se divertir. Son programme est fait pour l'essentiel de magazines et d'émissions musicales. C'est le matin d'Isaac qui tire de l'avant donc l'ensemble des programmes qui suivront tout au long de la journée. Donc forcément que c'est l'une des émissions les plus suivies de l'antenne de Fréquence 2. Véritable observatoire de la jeunesse, cet anniversaire est aussi l'occasion pour les auditeurs de se prononcer. Vraiment, c'est une radio qu'on apprécie parce que c'est une radio qui approche les jeunes. C'est une radio qui fait beaucoup plus de proximité, qui appelle les jeunes à vraiment aimer la radio, à pratiquer la radio, on se rend dans les locaux facilement, on approche l'animateur facilement. Il faut le dire, en tout cas, notre prière, c'est que Fréquence 2 fasse encore plus. Fréquence 2 est une station de radio ivoirienne du groupe RTI créée le 11 novembre 1991. Elles émettent en FM 24 heures sur 24. Les deux chaînes de la radio nationale couvrent l'ensemble du territoire. Les médias formés pour la prise en compte du genre, une initiative du PNUD et la formation apportée sur l'intégration du genre dans le travail de la police. En clair, il s'agit d'outiller ces hommes et femmes de médias sur les notions du genre, nous dit Fatou Fofana. Changer les mentalités, faire évoluer les perceptions des populations à travers la communication, notamment par une implication active dans la lutte contre l'impunité des violences basées sur le genre. C'est la mission que le PNUD assigne à la trentaine de journalistes qu'il vient de former. Les professionnels que vous êtes de la communication, vous pouvez aider la police à être plus démocratique, plus moderne, plus respectueux des droits de l'homme, parce que c'est un appui que vous allez apporter à cette police pour prévenir et lutter contre les violences basées sur le genre. Ces journalistes ont entre autres appris à comprendre les lois internationales se rattachant aux violences basées sur le genre
Ils savent désormais identifier les infractions du code pénal ivoirien en la matière et ils comptent bien s'en servir dans leur mission quotidienne. La Côte d'Ivoire vient de sortir d'une crise et je pense que nous devions faire vraiment l'effort de pouvoir vulgariser, de sensibiliser pour que vraiment on arrive à 0 cas de VBG en Côte d'Ivoire. VBG, violence basée sur le genre, violence sexuelle basée sur le genre également. Il est question pour nous de sensibiliser la population pendant les émissions, faire des reportages si nécessaire sur ces notions. Et au cours de cette formation, nous avons également appris qu'au niveau de nos différents commissariats, il y a des cellules, des comités qui existent, des comités qui permettent ainsi d'informer la population sur ses droits et autres. Après les médias, ce sont les parlementaires et la société civile qui vont être formés sur les questions de genre pour ne plus que les violences basées sur le genre soient banalisées et restent impunies. Autre sujet, la journée nationale de la paix est célébrée chaque 15 novembre. En prélude à cette journée, l'UNESCO a organisé ce mercredi une conférence. Et avant le 15 novembre prochain, journée nationale de la paix, donc la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'organise pour la réussite de l'événement. Anne-Désirée Ouloto a rencontré les autorités de la région des Lacs. Objectif, inviter les populations à s'approprier les valeurs de paix et de cohésion sociale. Victorine Yaoyobe et Gabriel Zani. La capitale politique Yamoussoukro va abriter le samedi 15 novembre prochain la célébration officielle de la Journée nationale de la paix. À quelques jours de l'événement, Anne-Désirée Ouloto sollicite l'implication des populations du district de Yamoussoukro, celle des femmes en particulier. Élément essentiel selon le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour l'enracinement de la paix en Côte d'Ivoire. Ces festivités placées sous le patronage de la première dame Dominique Ouattara seront ponctuées par des messages de paix pour la réconciliation et la cohésion sociale dans le pays. Et vous avez vu Anne-Désirée Ouloto dans ces images. Anne-Désirée Ouloto qui a lancé la caravane de la lutte contre les mutilations génitales. Et c'est à Diokwe et à Guiglo, nous dit Thérèse Tapéobo. L'enquête démographique et de santé publique en 2012 révèle que plus de 51% des femmes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ont subi des mutilations génitales féminines. À travers le projet de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, la Fondation Djigui veut contribuer à l'élimination de ce phénomène dans les départements de Diokwe et de Guiglo. Nous continuons de constater que le phénomène de l'excision prend de l'ampleur. Malgré les avancées, il y a encore du travail à faire. J'insiste sur un triptyque, c'est le désarmement des exciseuses, leur démobilisation et nous avons d'autres possibilités de leur insertion sociale. Le lancement officiel dans la capitale du Guémon a permis à la ministre Anne-Désirée Ouloto de dénoncer les pratiques néfastes dont l'excision et les mariages précoces qui compromettent l'avenir des filles dans cette partie du pays. Il faut dire que la sensibilisation ne peut être efficace sans sanction. C'est pour cela que nous avons rappelé donc aux populations cibles les dispositions prises par notre pays en vue donc de mettre un terme à cette pratique néfaste et rétrograde. Cette caravane de sensibilisation est financée par l'UNFPA et touchera au moins 15 000 personnes. Les équipes de la Fondation Djigui vont sillonner villages et hameaux pour instruire les populations sur les conséquences de l'excision. Leaders communautaires, autorités locales, tous sont impliqués dans ce projet afin de faire reculer la pratique de l'excision à Diokwe et à Guiglo. Aujourd'hui, journée mondiale de la pneumonie, maladie respiratoire qui affecte les poumons. Pour cette journée, l'accent est mis sur la sensibilisation des populations en vue d'un dépistage précoce. Félix Amani, Fatou Fofana. Chaque 20 secondes, un enfant décède de la pneumonie, soit 1 800 000 personnes qui meurent dans le monde de cette maladie chaque année. Elle est plus mortelle que le VIH, le paludisme et la rougeole réunis. La pneumonie est une maladie pulmonaire grave. La pneumonie, c'est une atteinte inflammatoire du poumon. Cette maladie est provoquée par un virus ou une bactérie. Qui est due à des microbes autres que la tuberculose. Il peut s'agir des virus, des bactéries, des champignons. Le germe le plus mortel, on l'appelle le pneumocoque. Il va ressentir une forte fièvre. C'est une douleur qui pique que le malade va indiquer avec le doigt. Et puis la toux
ça s'installe, le malin va tousser. En faveur de la journée mondiale de la pneumonie, cette année, l'accent est mis sur la sensibilisation. Surtout la prévention, pour ce qui est de la population, se faire un bilan de santé, chercher les facteurs de risque. Lorsqu'il y en a, il faut vraiment les prendre en charge. Deuxième chose, c'est de se faire prendre en charge correctement lorsqu'il y a une infection des voies aériennes supérieures, notamment ORL, des pathologies de l'oreille, les pathologies de gorge, les pathologies du nez. Pour cette célébration mondiale de la lutte contre la pneumonie, les populations sont informées et sensibilisées au dépistage précoce afin d'éviter des complications qui peuvent entraîner un traitement onéreux et aller jusqu'au décès. La Fédération nationale de jeunesse communale de Côte d'Ivoire a décidé d'aller vers les populations de l'intérieur du pays pour les sensibiliser aux gestes à adopter pour lutter contre Ebola. Première étape, chaque ville où ces jeunes ont sillonné les marchés, les rues et les écoles, 14 autres villes sont ciblées pour cette campagne de sensibilisation. Kone Pagassoro. Faire du porte-à-porte pour relayer le message du gouvernement sur l'épidémie à virus Ebola et ce à l'échelle nationale. Voilà la mission que s'assigne la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, FENUGESI. Du lavage minutieux des mains en passant par des conférences sur le mode de transmission de la maladie à virus Ebola, tout a été démontré et expliqué aux populations de Jacquesville. Jacquesville qui donne ainsi le ton d'une série de tournées nationales. Nous, en tant que fédération, nous avons aussi décidé maintenant d'appuyer le gouvernement dans ces actions-là pour que le travail déjà effectué sur le terrain puisse être continué et bien continué aussi. Donc la caravane, c'est juste simplement accompagner le gouvernement dans ces actions déjà menées sur le terrain. La FENUGESI quittera Jacquesville pour 14 autres villes de l'intérieur du pays. Mais son message de sensibilisation, lui, ne fléchira pas à rassurer le président de la jeunesse communale de Jacquesville. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le dernier bilan fait état de 4 950 morts sur 13 268 cas d'Ebola dans 8 pays d'Afrique. À ce jour, aucun cas n'a encore été détecté en Côte d'Ivoire. Et hors de la Côte d'Ivoire, un infirmier a succombé à Ebola au Mali. Il aurait été contaminé par un patient guinéen hospitalisé il y a quelques semaines dans une clinique et qui est décédé. Des tests confirment qu'il s'agit bien du virus. Les autorités ne se sont pas exprimées pour le moment. Il faut le rappeler, le premier cas d'Ebola au Mali avait été décelé le mois dernier. Il s'agissait d'une petite fille originaire de Guinée, décédée elle aussi. Les communes de Jacquesville et Taféré ont décidé d'unir leurs forces et de bâtir ensemble le développement de leur région. Les différents maires viennent de signer un projet de jumelage entre les deux communes. On fait le point avec Emma Niamia. Le nord et le sud à jamais unis à travers les communes de Taféré et Jacquesville. Ces deux communes ont décidé de construire ensemble le développement et renforcer davantage la cohésion entre elles. Cette signature qui fait office de jumelage entre les deux communes est la matérialisation de cette volonté. Ce jumelage permettra aux deux entités d'assurer la mise en relation d'acteurs locaux des deux villes, d'assurer la promotion des échanges culturels et de favoriser l'enrichissement réciproque, l'amitié, la connaissance entre les populations des deux localités. C'est un jumelage qui privilégie l'aspect culturel, l'aspect fraternel, l'aspect de l'amitié pour que symboliquement c'est Taféré, mais en réalité en parlant de Taféré on pense à tout le nord. Nous avons au niveau des deux conseils municipaux la volonté d'ouvrir nos villes à l'investissement privé. Donc il est clair qu'en offrant, n'est-ce pas, de l'espace pour que des cadres de Jacquesville aillent investir à Taféré et que des cadres de Taféré viennent investir à Jacquesville, tout ça, ça permet économiquement de faire développer nos communes. La grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, marraine de la cérémonie, et le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, représentant le ministre d'État Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, se félicitent de cette initiative. Ils se réjouissent que, pour une fois, ce ne soit pas un jumelage entre une ville occidentale et une ville africaine, mais deux villes d'un même pays qui décident de lier leur destin. On voit habituellement le jumelage comme une association internationale qui profite aux pays pauvres. L'union de Jacquesville et de Taféré apparaît comme le symbole d'une Côte d'Ivoire unie, d'une seule nation. Le fait que deux collectivités si différentes par leur nature, leur climat, leur langue, leurs coutumes, leurs ressources, décident de s'engager dans une communauté de destin
mérite d'être relevé et soutenu. Pour matérialiser cette union, la commune de Tafiré a offert 3000 hectares de terrain aux populations de Jacquesville. Ce terrain devra servir à cultiver les produits vivriers du Sud et aussi à bâtir des maisons. En retour, la commune de Jacquesville a offert 5000 m² de terrain et baptisé une rue du nom de Tafiré. Montrer que la vie demeure précieuse malgré les difficultés, apporter soutien et réconfort aux populations en difficulté sont les actions de l'ONG Les Amis de la Vie en faveur des populations. Pour la 7e édition de la Journée mondiale de la vie, célébrée le 1er novembre dernier, ce sont les habitants du quartier Bafon de Cocody-Danga qui ont bénéficié des actions de l'ONG Les Amis de la Vie. Le commentaire de Maïsako. Djapidé Traoré vit depuis des années dans le quartier Bafon de Cocody-Danga. Il gagne sa vie grâce à ses nombreuses maisons construites dans le quartier. Après les récentes pluies diluviennes qui ont enregistré 3 morts et plusieurs blessés, la plupart de ces maisons ont été emportées. Il bénéficie désormais de l'aide de l'ONG Les Amis de la Vie, œuvrant dans le domaine de la protection de la vie humaine. C'est une première dans le quartier. Nous voudrions qu'une prochaine fois, ce qu'ils nous ont fait, ça soit doublé. Parce qu'il y a des parents, ils ne mangent que dans le quartier là, une seule fois dans la journée. Mais ce que j'ai eu aujourd'hui, je remercie beaucoup. La cérémonie dénommée la Fête de la Vie, qui marque la 7e édition de la Journée mondiale de la vie, a été l'occasion pour les responsables de l'ONG de mener des actions humanitaires en faveur des populations sinistrées du quartier Bafon de Cocody-Danga. À l'instar de Djapidé Traoré, plusieurs autres personnes ont bénéficié de l'aide de l'ONG. Ainsi, des dons en riz, en huile et en savon ont été faits à ces populations. Pour les responsables de l'ONG Les Amis de la vie est le bien le plus important que nous possédons. Il faut donc la protéger. C'est pourquoi un projet de construction d'une infirmerie est prévu dans les mois à venir pour permettre aux populations du quartier Bafon de Cocody-Danga de mieux se protéger. Notons que cette fête a vu la participation de plusieurs artistes chanteurs et animateurs venus sensibiliser les populations à prendre goût à la vie malgré les difficultés. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, va aider 114 ex-combattants de l'Ouest à s'insérer dans le tissu socio-économique. 7 projets agricoles financés à hauteur de 91 millions de francs CFA viennent d'être lancés dans la cité des montagnes. Chantal et Ouma Akanon. À la faveur de la crise de 2002, de nombreux jeunes se sont engagés comme combattants, abandonnant du coup leurs activités. Aujourd'hui, plusieurs parmi eux se retrouvent encore sans emploi et sans ressources nécessaires pour créer une activité génératrice de revenus. Dans la région du Tonkwi, 114 d'entre eux vont voir leurs rêves se réaliser grâce à l'ANADER. 7 projets qui concernent notamment les domaines de l'aviculture, l'élevage, les cultures maraîchères et le commerce sont financés avec l'appui de l'ONUCI. L'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, s'engage avec toute la rigueur dans l'accompagnement de la réussite de ces projets. Les bénéficiaires étaient des combattants à l'époque, mais ils sont sortis du cadre de la crise. Et aujourd'hui, ils deviennent des agents de développement, ils deviennent des opérateurs économiques. Et à travers ce financement, on attend d'eux des personnes qui se prennent en charge et qui vont contribuer à l'émergence de l'économie dans la région du Tonkwi. Les projets de réinsertion communautaire à l'Ouest sont l'occasion pour les bénéficiaires de se réintégrer dans le domaine de l'auto-emploi et profiter d'un revenu permanent et régulier. Je suis ému par rapport au projet que je vais recevoir en posant des actes concrets concernant mon projet aussi d'élevage et autres. Je dis merci à l'ADDR, surtout à l'ONUCI, d'avoir pensé à nous. Autre résultat attendu, le renforcement de la cohésion sociale. Les couches défavorisées de la population sont prises en compte.
Bientôt, une usine de transformation de manioc à Béoué, village situé dans la commune de Bangolo. Le projet qui va coûter 40 millions de francs CFA est réalisé par l'ONG Action pour le développement de la protection de la famille. Jérôme Kwaku et Thérèse Tapéoboué. La région ouest de la Côte d'Ivoire est grande productrice de manioc. Mais les efforts des femmes ne sont pas toujours récompensés, faute d'outils modernes adaptés. Pour combler cette insuffisance, l'ONG Action pour le développement et la protection de la famille, avec le soutien technique et financier de l'ONUCI, a mis en œuvre un projet. Une unité de production, de transformation et de commercialisation de manioc. Cette unité va voir le jour dans le village de Béoué. C'est un village où les jeunes se sont vraiment engagés dans la crise. Et puis ici, la deuxième raison, c'est une zone forestière où on produit assez de manioc. Cette unité sera gérée par une trentaine d'ex-combattants et autres personnes vulnérables du village. Je suis très ému pour la construction d'usine chez moi. Ça va nous permettre aussi d'avoir des occupations. Je ne fais rien, je suis au village, je ne fais rien. Aujourd'hui, il y a un projet, donc en tout cas, ça me va droit au cœur. Une façon de contribuer à leur réinsertion socio-économique. Pour faire face aux besoins croissants de l'éducation dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'ONG, appuyée par le Conseil norvégien des réfugiés, a offert plus de 1000 tables bancs et des bureaux d'enseignants pour équiper 58 classes de la région du Tongpi. 213 classes passerelles ont été également offertes dans le district des montagnes pour encadrer les enfants déscolarisés et assurer leur intégration dans le circuit scolaire normal. Un mot de littérature, Nzikan, toute fortune a une histoire. L'ouvrage qui retrace le parcours de Kwame Nzikan a été dédicacé en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'ouvrage invite à travailler, toujours travailler pour s'épanouir. Hervé Blé. Dans les mains de celui que l'on appelle affectueusement le doyen Nzikan, l'ouvrage qui lui est consacré. La dédicace de Nzikan, toute fortune a une histoire de Jean-Luc Dia, a réuni du beau monde. L'essentiel du parcours de Kwame Kona Nzikan, aujourd'hui, grand patron de la compagnie de transport UTB et de plusieurs sociétés, petit éleveur de poulets ou mécanicien à ses débuts, se laisse découvrir à travers 12 chapitres. Cet ouvrage est une invite à tous, et surtout à la jeunesse au travail, à l'entrepreneuriat, pour sortir de la précarité. Il ne faut pas qu'on se dise on n'a pas les moyens de faire ceci ou cela. Nzikan non plus n'en avait pas. Nzikan, toute fortune a une histoire, est la matérialisation d'une idée du ministre de la Culture. Alors président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, Maurice Bandaman, a voulu que soient montrés à la jeunesse des modèles de réussite pour qu'elle s'imprègne de leurs valeurs. À l'hommage rendu à Nzikan, le Premier ministre s'associe volontiers. Ainsi, de gros sacs de riz portés sur la tête jadis. Et oui, le doyen Nzikan est passé aujourd'hui à l'entreprise UTB avec des centaines de cars porteurs de bagages dans leur coffre. Entreprise qui compte 700 salariés contribuant à la création d'emplois pour le bonheur de la jeunesse. Son exemple peut même être enseigné dans les écoles de gestion pour son sens du pragmatisme et sa culture du résultat et de la recherche de la qualité. La cérémonie de dédicace de l'œuvre qui lui est consacrée, un moment de grande émotion pour Kwame Kona Nzikan. Pour travailler dans la vie, pour ne pas dire que je n'ai rien, petit à petit, nous avions commencé petit à petit. Et mon grand frère n'a pas eu longue vie, ministre Banama. Un jour m'a vu, il a pensé écrit sur moi. Je le remercie beaucoup. Je remercie le président de la République. Il m'a rehaussé. Jean-Luc Dia, l'auteur de Nzikan, toute fortune a une histoire, est à sa 4e œuvre. Toujours dans le domaine de la littérature, cette page noire pour terminer, Amadou Kourouma, écrivain ivoirien décédé le 11 décembre 2003 à Lyon en France, où il a été temporairement inhumé. Le gouvernement ivoirien, en vue de respecter la dernière volonté du défunt, celle d'être inhumé en Côte d'Ivoire, a décidé de ramener ses restes ce soir à Abidjan. Amadou Kourouma sera donc inhumé au cimetière de Williamsville le vendredi 14 novembre prochain
à 13h. Et c'est la fin de ce journal supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.